Parce que c'est encore rouge. Ah. Bonjour à tous. Alors, on va pouvoir commencer cette table ronde. Avant tout, je voudrais remercier les Assises du journalisme qui ont organisé ce débat autour de la concentration des médias, de leur indépendance économique et éditoriale. Alors, ce débat va durer 1 heure, ce qui est quand même plutôt court, et on va garder un quart d'heure à la fin pour que vous puissiez poser des questions. Donc, préparez-les pendant ces 3 quarts d'heure. La défiance envers les médias ne cesse de grandir du côté des citoyens. Les médias sont suspectés de plus en plus d'être proches du pouvoir politique, des actionnaires ou des annonceurs. Une crainte souvent étayée avec ce célèbre chiffre que vous connaissez sûrement, 90% des médias seraient possédés par 9 milliardaires. C'est un chiffre qui a été donné par l'économiste Julia Cagé, qui a été repris par le documentaire Média Crash, qui a été réalisé par Mediapart et Première Ligne, et qui met en lumière les problèmes démocratiques que pose la concentration des médias. Et on y comprend entre autres que les opérations de concentration sont souvent menées par des gros industriels dont les activités principales ne sont pas médiatiques. De quoi inquiéter jusqu'au Sénat, puisque le Sénat s'est récemment emparé de cette problématique et a mis en place une commission d'enquête à la fin de l'année dernière pour essayer de comprendre tous les enjeux qui sont soulevés par cette concentration croissante des médias. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir 4 invités de qualité. À mes côtés, le sénateur David Assouline. Vous êtes le rapporteur de cette commission d'enquête au Sénat que je viens d'évoquer. Vous êtes vice-président de la commission culture du Sénat également. À vos côtés, Cécile Dubois. Vous êtes coprésidente du SPIL. Le SPIL qui est le syndicat de la presse indépendante d'information en ligne. Et vous êtes rédactrice en chef de citoyen.com. À ma gauche, Emmanuel Gagné. Vous êtes rédacteur en chef de Cache Investigation et vous êtes membre du collectif Informer n'est pas un délit. Et à la gauche de ma gauche, Daphné Ronfard. Vous êtes coordinatrice du pôle plaidoyer pour Un bout des médias. Merci beaucoup parce que je voudrais justement commencer avec vous, Daphné Ronfard. Un bout des médias, c'est une association citoyenne qui lutte pour l'indépendance des médias. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous avez décidé de vous engager dans cette lutte et surtout quel est le lien aujourd'hui entre structure économique des médias, qui paraît être quelque chose d'un petit peu technique, et démocratie ? Oui, bien sûr. Alors déjà, je suis vraiment ravie d'être ici parce que, comme vous l'avez très bien dit, Salomé, ou tu l'as dit, alors on se tutoie, soyons fous. Un bout des médias, c'est donc une association citoyenne qui a été créée il y a 2 ans, donc qui est une association assez jeune et qui est présidée par donc l'économiste et spécialiste des médias Julia Cagé et qui a pour spécialité d'être une association composée surtout de citoyens et de citoyennes. Et donc c'est pour ça que je suis ravie d'être ici et de participer à cette discussion aussi, parce que ça montre que les citoyennes et les citoyens ont aussi toute leur place dans ces débats et d'idées très importants autour du sujet des médias, de leur indépendance et de la concentration. Et donc, c'est aussi la raison pour laquelle, en tant que citoyenne, j'ai voulu m'engager. C'est que, en tant qu'auditrice, en tant que lectrice, en tant que citoyenne, il y a tout un enjeu à bien comprendre ce dont il s'agit quand on parle des médias, de leur gouvernance et de leur financement. Et donc sur ta question sur les éléments de constat, en effet, on aborde souvent l'idée qu'il y a un constat aujourd'hui, qu'il y a entre 8 et 9 milliardaires qui posséderaient 90% de la presse en circulation aujourd'hui. Une illustration graphique que vous connaissez peut-être et qui est assez diffusée, c'est cette carte du monde diplomatique produite chaque année avec Acrimed qui montre très bien ces ramifications. Et en réalité, aujourd'hui, ce mouvement de concentration des médias, il n'est pas forcément récent. C'est-à-dire que ça fait des années qu'on se pose ces questions, y compris avec l'Empire, par exemple, Hersant, dont on a gardé la trace. Et en fait, le législateur s'est intéressé assez vite à cette question, puisque dès 1944, avec les ordonnances qui avaient été faites dans le cadre du Conseil national de la résistance, il y a eu la volonté de s'attaquer à ces empires médiatiques et à cette grande concentration. Et aujourd'hui, en fait, donc c'est pas un enjeu récent, mais il y a un mouvement de concentration qui s'est quand même accéléré ces dernières années sous le poids du numérique. Et ça, peut-être que David Assouline en parlera mieux que moi, puisque c'était l'un des sujets de la commission d'enquête sénatoriale.
Et en fait, ce mouvement de concentration, qui est donc un mouvement économique, a en réalité des vrais impacts démocratiques en fait, sur notre vie en société. Un article assez intéressant a été publié en 2020 sur ce sujet par des chercheurs américains qui s'appellent David Brookman et Josh Kalla, et qui ont fait l'expérience de montrer à des personnes qui étaient des spectateurs assidus de Fox News aux États-Unis, de leur montrer des contenus de CNN pendant un mois. Et donc, ils ont regardé l'évolution de leurs opinions politiques, par exemple. Et on a vu qu'au bout d'un mois d'exposition à un média qui propageait des nouvelles différentes de ce dont ils avaient l'habitude, et ben leurs opinions politiques avaient changé, leur conception de la politique avait changé, leurs comportements électoraux également avaient changé. Et donc on voit bien que ce n'est pas seulement une question technique et pas une question seulement économique, mais que ça a des impacts directs sur notre vie démocratique dans son ensemble. Alors justement, le fait qu'il y ait des grands milliardaires qui possèdent des médias, on voit que ça peut avoir des conséquences parfois sur la ligne éditoriale. Je pense que le public ici est quand même assez sensible à la manière dont fonctionnent les médias, à la manière dont fonctionne le journalisme. Mais pour ceux qui sont en dehors de ce monde médiatique, on peut avoir cette image de un grand actionnaire qui va appeler directement un journaliste et qui va lui dire « tu publies pas ça » ou « tu publies ça ». Or, en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et évaluer l'impact, l'influence que peuvent avoir les personnes qui possèdent les médias sur le contenu purement médiatique éditorial, c'est compliqué. Vous, Emmanuel Gagné, comment est-ce que vous avez pu observer ça dans votre carrière de journaliste? Comment ça s'opère, cette influence? Alors évidemment, concernant Bolloré, les exemples sont multiples. Je pense qu'on va pas y revenir. Licenciement de journalistes, rédaction entière qui s'en va. Bon, les exemples sont connus. Le documentaire de mes confrères Vesco, Vacci et Canet sur le Crédit Mutuel qui est censuré et qui va heureusement trouver une diffusion sur France Télé. Donc je pense que en dehors du cas Bolloré, qui finalement est un peu une espèce d'épouvantail. Enfin, c'est très important, et ce qui s'y passe, et ce qui se passe dans le groupe Bolloré est grave. Je veux dire, par exemple, je parlais de mes amis Vescovaci et Canet. Ils ont écrit un livre qui s'appelle Vincent Tout-Puissant, et il y a quelques années, il a été publié chez Lattès. Donc Lattès, c'est le groupe Hachette. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, compte tenu de ce qui se passe, et de l'OPA menée par Vivendi et par Vincent Bolloré sur l'édition, ce livre voit le jour. Voilà, donc, exemple extrêmement concret. Mais au-delà de la question du groupe Bolloré, c'est quels sont les exemples qu'on peut avoir de censure dans les médias qui sont détenus par, effectivement, ce qu'on appelle aujourd'hui les 9 milliardaires, qui ne le sont pas tous d'ailleurs, mais bon, est-ce qu'il y en a? Et franchement, c'est pas évident de faire ce recensement. Je pense que ce recensement, il reste à faire, parce que d'abord, les censures sont pas aussi flagrantes, et je pense qu'on est plutôt dans le cadre de l'autocensure. C'est-à-dire qu'avant même de traiter un sujet, on va se dire, est-ce que je peux le traiter ou non? Et je pense que parfois, se poser la question et y répondre, voilà, c'est qu'on ne peut pas le faire. Je ne suis pas sûr aujourd'hui que l'enquête qu'a menée Mediapart et que nous avons menée sur les stratégies d'optimisation fiscale de Kering, donc du groupe Pinault, se serait retrouvée dans un hebdomadaire comme Le Point, qui est possédé par le groupe Pinault. Voilà des exemples concrets. En ce qui me concerne, effectivement, moi j'ai eu la chance de travailler et dans le public et dans le privé. Et donc 25 ans de carrière entre les deux, et sur la censure, il n'y a pas photo, elles sont beaucoup plus présentes, prégnantes dans le privé que dans le public. Les groupes publics ne sont pas exempts de défauts, mais j'ai été amené à travailler pour une agence de presse qui s'appelle Upside, donc, qui dépend du groupe Havas. Et j'avais
toute liberté. Je pouvais même m'attaquer aux clients du groupe Havas. Mais on m'a dit publiquement que je ne pouvais pas toucher aux intérêts du groupe. Voilà. Donc si j'avais eu l'idée de mener une enquête sur l'Empire Bolloré en Afrique, je pense qu'on m'aurait dit non. Merci beaucoup. Alors justement, face à ces problématiques évoquées qui sont provoquées par la concentration des médias qui est quand même croissante, il faut le rappeler, il y a donc eu cette commission d'enquête du Sénat qui a débuté l'année dernière à la fin de l'année 2021 et dont vous êtes un des initiateurs, David Assouline. Alors, on l'a évoqué, ça fait des années que cette problématique est documentée, qu'on en parle, qu'on observe le problème démocratique que ça pose. Pourquoi maintenant ? Pourquoi avoir décidé de lancer cette commission d'enquête à ce moment-là ? Je vais un peu inverser. Très peu documenté, très peu discuté et beaucoup discuté depuis que le Sénat en a parlé. C'est-à-dire que, sachez, des fois c'est bien de dire du bien de la politique, parce que c'est important. On ne se bat pas, pour certains, engagés, on se bat pour des causes parfois. Moi, en 2008, j'ai proposé une loi sur la concentration des médias, et notamment sur la question 2008, notamment sur une question très française, du fait que les propriétaires de médias riches ne sont pas, dans leur activité première, n'ont pas une activité médiatique. Bouygues, le BTP, l'armement d'Assaut, etc. Donc, à l'époque, je disais, en plus, ils vivent de la commande publique. C'est-à-dire qu'ils sont directement liés à l'État, qui, s'il ne fait pas ses commandes, l'armement c'est 100%, hein, eh bien, ne peuvent pas vivre dans leurs activités économiques. Et donc, ce qui n'est pas le cas d'autres empires médiatiques. En Allemagne, il y a un grand groupe médiatique, mais qui est complètement indépendant. Il ne vit que de l'activité médiatique. En France, ce n'est pas le cas. Donc, premier sujet, je l'avais posé. Ensuite, j'ai bien vu que il y avait un sujet à renforcer parce que sur le terrain économique, on a des grandes difficultés, y compris à légiférer. Pourquoi ? Parce que la législation française, en France, la loi n'est pas rétroactive. Et donc, si on fait une loi qui va limiter des concentrations pour les nouveaux entrants, mais elle ne le fait pas pour ceux qui sont déjà en place, on peut renforcer la position dominante de ceux qui sont déjà dominants. Ils n'auront même plus de nouveaux entrants pour les challenger. Donc, il y a une difficulté à laquelle on doit répondre, qui n'est pas si simple. Je me suis dit, eh bien, indépendamment des concentrations économiques, si on veut sauver l'essentiel, qui est la liberté et l'indépendance de l'information et du travail des journalistes, il faut travailler sur l'indépendance des rédactions. Il faut travailler sur les outils juridiques qu'on donne aux rédactions pour être autonomes, indépendantes, préserver le travail des journalistes, des pressions, etc. Donc j'ai proposé une loi en 2014. À l'époque, le gouvernement a initié une loi un peu plus modérée par l'Assemblée nationale et Patrick Bloch. Il y a eu des avancées avec cette loi, mais on a constaté d'ailleurs à travers la commission d'enquête qu'il y avait des trous dans la raquette assez importants qu'il fallait combler. Donc ce que je veux vous dire, c'est que l'objectif premier de la commission d'enquête pour moi, qui l'est proposé dans la niche parlementaire du groupe socialiste, c'était de faire qu'il y ait un débat public là-dessus. Et vous pouvez regarder, vous pouvez dire c'était documenté et tout. Moi, je sais que sur la commission d'enquête, il y a eu 500 articles et émissions. 500. Et si on additionne tous les débats provoqués sur la thématique de la concentration des médias depuis qu'on a avancé en novembre, je crois, ou octobre, eh bien, c'est énorme. Donc, mon but premier, et je pense que là, c'est atteint, cette question qui n'était pas du tout discutée dans l'espace public de façon globale, qui n'était écartée par les politiques, parce qu'un politique aujourd'hui, qui a une certaine ambition de pouvoir, il sait très bien que s'il ne passe pas à la télé ou à la radio,
bah, il va avoir des problèmes pour être entendu des Français. Et donc, secouer ce cocotier, de mettre en cause ceux qui possèdent les médias, avec le risque de peut-être pas être aux 20h, de peut-être pas être invité, de peut-être être blacklisté, ça ne fait pas que les politiques ont soulevé eux-mêmes le sujet. Les journalistes eux-mêmes, eh bien, il y a des courageux, mais il y en a qui ne veulent pas soulever des sujets qui mettent en cause leur propre boulot, hein, tout simplement, et ça, on peut le comprendre aussi. Et donc, il fallait secouer la chose et faire, je finis là-dessus, pour la première fois, on aurait pu faire une mission d'information. Elle aurait fait le même boulot, avec une différence. Et c'est là que ça a créé l'appétit, on va dire, et la sensation, et le fait qu'on en parle, c'est que la commission d'enquête, quelqu'un qui est convoqué, doit venir, ou sinon c'est les gendarmes qui l'amènent. Et il témoigne sous serment. Et donc, s'il ment, bah, il est passible des peines de mensonge sous serment. Et la commission d'enquête a fait que pour la première fois, les vrais propriétaires, pas les PDG et les salariés des propriétaires qui sont dans les directions des médias, mais ceux qui les possèdent réellement, ces milliardaires en question pour beaucoup, eh bien, soient obligés de venir et de répondre à des questions qui ne sont pas préparées et de s'expliquer sur les raisons pour lesquelles ils se sont d'un coup amourachés avec les médias alors qu'ils s'occupent de ports en Afrique, etc. Et donc ça, c'est réussi. Après, il y avait d'autres objectifs, on peut en parler dans un autre moment. On reviendra un petit peu effectivement sur les objectifs. Moi, j'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire. Effectivement, c'était incroyable parce qu'on a vu ces milliardaires, ces grands, pas toujours milliardaires, il est vrai d'ailleurs, multimillionnaires, venir devant cette commission d'enquête sous serment. Il y a cette séquence que vous avez peut-être déjà vue où on voit Vincent Bolloré face à vous, David Assouline. Il vous énumérez, vous ne faites qu'énumérer tous les médias qu'il possède et ça prend 5 minutes. Donc 6 minutes, pardon. 6 minutes. Et c'est très long, c'est un peu spectaculaire comme séquence. Et pourtant, vous dites qu'ils sont interrogés sous serment et on a eu peut-être la sensation que c'était quand même pas forcément très musclé, ou en tout cas que leurs réponses n'étaient pas nouvelles sur ces questions. Vincent Bolloré, notamment, a dit qu'il était un nain médiatique, en tout cas que Vivendi et son groupe étaient un nain médiatique. Est-ce que vous êtes satisfait rapidement, parce qu'après je voudrais laisser la parole à Cécile Dubois, mais vous êtes satisfait de cette commission d'enquête? Vous trouvez qu'on a réussi à tirer les informations dont on avait besoin pour faire avancer le débat démocratique? Alors je vais vous dire, ça dépend. Si on cherche le sensationnel, peut-être on peut ne pas être satisfait. Il y a 385 pages dans mon rapport. Il y a 600 pages d'audition intégrale. Il y a eu 100 heures d'audition qui sont filmées, qui sont accessibles à tout le monde. 50 auditions qui ont fait ces 100 heures. Et 82 personnalités dans tous les secteurs des médias intéressées à cette activité qui ont été auditionnées. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans d'intéressant? Oui, énormément. Après, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, le problème, c'est que j'ai Vincent Bolloré en face. Je pose toutes les questions. On a même certains trouvé, du côté des Républicains notamment, que j'étais impertinent, que je ne respectais pas, etc. Parce que je poussais. Mais enfin, s'il me dit quelque chose... pas un juge, s'il me dit quelque chose où moi je peux penser qu'il ment. Voilà, aux gens de juger. Et je peux vous assurer qu'il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Quand je lui dis Zemmour, il me dit je suis un démocrate chrétien, je lui fais relever que le racisme et le négationnisme, ce n'est pas la démocratie chrétienne. Bon, non, on ne va pas le traduire en justice pour ce mensonge. Quand il dit moi directement, je n'interviens pas. Tout le monde voit que quand il prend possession de iTélé, eh ben, on licencie toute la rédaction. Donc on voit le lien entre lui. Mais est-ce que quelqu'un a trouvé, j'ai même interrogé au comité d'entreprise des salariés de Canal, une trace où c'est lui directement qui dit virez-les-moi? Vous ne trouvez pas. Il y en a d'autres qui font le truc et qui disent il ne m'a jamais demandé de le faire, mais c'est pour rationaliser économiquement, etc. les choses. Donc, je ne sais pas ce qu'on attendait de plus, y compris, on m'a reproché l'inverse. On me reprochait que tu as été trop gentil. D'autres m'ont dit tu étais un procureur,
Bon, moi j'ai fait mon boulot, ce que j'ai trouvé juste de faire dans ma fonction de rapporteur, et j'ai pensé d'ailleurs que la séquence dont vous parlez était plus parlante que tout. Il y a des gens, ils ne savent pas ce que c'est que la concentration des médias. Mais quand il me faut 6 minutes, en parlant à toute vitesse, pour énumérer l'ensemble des médias, des maisons d'édition, etc., que possède Bolloré, c'est-à-dire des dizaines et des dizaines et des dizaines, que les gens même de la profession découvrent. Ah, c'est lui aussi qui possède ça. Eh bien, je pense que j'ai déjà fait le boulot d'éclairer l'opinion publique, de montrer que ce n'est pas possible de dire qu'il y a du pluralisme quand il y a de tels empires dans des domaines aussi différents que l'édition, la télé, le spectacle, la radio, la presse écrite, magazine, quotidienne, hebdomadaire. Bon, donc, est-ce que ça a servi à quelque chose? Est-ce que ça va faire réfléchir? Est-ce qu'on va pouvoir avancer à partir de là? Je pense que oui, parce que c'est devenu perceptible et insupportable aux yeux d'un plus grand nombre de citoyens après cette commission d'enquête, après tout le travail que font les associations, que Julia Cagé, etc. On va dans le même sens. Moi, j'étais rapporteur d'une commission d'enquête où il y a la droite et la gauche, et mon rapport ne pouvait pas être un rapport de gauche s'il avait, je veux que tout le monde le sache, s'il n'était pas adopté, donc pour qu'il soit adopté, il fallait que je trouve le consensus, et donc pas toutes mes idées. S'il n'était pas adopté, il était mis à la poubelle. C'est-à-dire que personne n'aurait eu le droit d'y avoir accès, et que si moi, je donnais un accès, parce que moi, je l'avais forcément, puisque je l'ai écrit, à ce document, eh bien, c'était le pénal pour moi. C'est ça, une commission d'enquête. Et donc, j'ai préféré que ces 385 pages, tout ce travail, soit révélé, fasse réfléchir, qu'on aille plus loin demain que de dire je fais voter toutes mes idées, elles sont battues, et derrière, tout ce qu'on a fait n'a pas existé. Merci beaucoup. Alors, une fois qu'on a fait l'état des lieux, effectivement, même dans ce rapport qui n'est pas, comme vous dites, un rapport de gauche, il n'est pas orienté politiquement. En revanche, vous faites quand même état des lieux de la problématique que pose la concentration, des différentes problématiques démocratiques que pose la concentration des médias. Alors là, on a établi un petit peu le problème. Maintenant, on va essayer de parler un petit peu des solutions, notamment avec vous, Cécile Dubois. Face à ce phénomène de concentration, il y a de plus en plus de médias qui voient le jour, qui sont des médias dits indépendant, et vous êtes coprésidente du SPIL. Donc le SPIL, c'est le syndicat de la presse indépendante d'information en ligne, qui a été créé, je cite, pour procéder, c'est écrit sur votre site, à l'étude, à la représentation et à la défense des intérêts professionnels, économiques, déontologiques, matériels et moraux des éditeurs de presse en ligne indépendants, généralistes ou spécialisés. Aujourd'hui, quel est le rôle de la presse indépendante et quel est le rôle du SPIL pour lutter face à ce phénomène de concentration des médias ? Oui, alors nous, merci beaucoup, merci de l'invitation. Nous, on existe effectivement depuis une dizaine d'années, et notre credo, c'est vraiment de défendre la presse indépendante, l'information indépendante, quel que soit son canal, c'est-à-dire que ce soit de la presse en ligne, mais on a aussi des médias imprimés, on a des médias vidéo, on a du podcast. Ce qui est important pour nous, c'est de défendre la presse indépendante. Et donc, c'est vraiment ce qui nous guide. Aujourd'hui, on a à peu près 260 éditeurs indépendants. Comment on définit l'indépendance ? On considère qu'un média, ce qu'on considère, nous, comme un média indépendant, c'est que 50% de son capital appartient à une entreprise dont l'activité principale est la presse. Donc, si plus de 50% du capital de l'entreprise appartient à, par exemple, une entreprise qui fait complètement autre chose, on considère que la presse est accessoire par rapport à cette activité, et donc voilà, c'est un critère, il faut trancher à un moment donné. C'est toujours compliqué de trancher sur une définition, mais voilà, pour être transparente, comment nous avons défini une entreprise de presse indépendante. Comme on parle beaucoup d'indépendance, je pensais que c'était important de rappeler le concept. Et juste aussi, je voulais faire une petite distinction dans la concentration des médias entre concentration des médias en tant que tel, et puis finalement l'angle qui est choisi par cette table ronde et l'angle que vous avez développé par rapport aussi à la commission. C'est-à-dire que la concentration des médias en tant que tel, la concentration sectorielle d'entreprises de presse dont l'activité essentielle est la presse,
en soi, pour nous, ce n'est pas forcément un problème, puisque ça permet de créer des entreprises de presse qui soient robustes, qui permettent de développer de nouveaux titres, qui permettent de professionnaliser l'information, d'être plus puissante et de pouvoir faire de la bonne information aussi. Enfin, de la bonne information, de pouvoir faire de l'information professionnelle. Il ne s'agit pas de donner des bons et des mauvais points, bien sûr. Et ça, en soi, c'est pas un problème. Pour nous, le problème, c'est effectivement quand cette concentration des médias... Enfin, c'est pas un problème tant qu'on respecte, évidemment, pas d'abus de position dominante, mais tout cela est régi par les lois anti-concentration et on a un régime juridique parfaitement... Enfin, qui existe déjà en France. Pour nous, le problème, c'est effectivement à partir du moment où cette concentration, elle se fait dans le giron, finalement, de groupes dont l'activité première n'est pas de la presse. Et vous avez largement donné les chiffres. Et en prenant de l'autre côté, c'est-à-dire pas en prenant les milliardaires qui possèdent les médias, si on regarde le paysage des grands quotidiens nationaux aujourd'hui en France, ils s'appartiennent tous à des groupes dont l'activité première n'est pas la presse. En dehors d'un titre, dans les grands titres de presse nationale et dans les titres de presse régionale, c'est aussi le cas de beaucoup de titres de presse régionale, hormis quelques très belles exceptions qui existent heureusement encore sur notre territoire. Donc, pour nous, finalement, une des raisons de cette situation, c'est la précarité, en quelque sorte, du modèle économique de l'information aujourd'hui. Je ne vais pas faire de rappel sur les raisons des difficultés actuelles du modèle économique de l'information, parce que là, il faudrait une table ronde entière là-dessus, donc on va passer plutôt à la suite. C'est comment résoudre cette question. Alors, c'est d'abord, premièrement, de créer des conditions d'exercice équitable de ce métier, notamment vis-à-vis des GAFAM, et je crois que vous avez prévu d'aborder ce sujet plus tard, donc je vais aussi le mettre de côté. C'est aussi, d'un point de vue économique, qu'il y a un vrai modèle économique pour cette presse. Ça passe d'abord par aussi favoriser ça passe par exemple par favoriser le financement des entreprises de presse. En France aujourd'hui, des investisseurs qui ont envie d'investir dans la presse, justement en dehors de grands groupes qui sont éventuellement intéressés pour diverses raisons, mais pas forcément pour faire de la presse quelque chose d'essentiel, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas vraiment d'investisseurs qui sont spécialisés dans la presse. Et ça, c'est problématique, mais ça témoigne finalement de la difficulté du modèle de la presse, quoi. Alors, il y a des initiatives de l'État pour promouvoir finalement l'entrepreneuriat dans un certain nombre de secteurs. Nous, on propose d'accentuer les initiatives pour favoriser l'entrepreneuriat dans la presse. Par exemple, prenons l'exemple, BPI France intervient dans des secteurs innovants, va prendre des participations au capital, c'est de l'argent public, c'est une aide en prenant part au capital, elle fait effet de levier dans les entreprises qui vont ensuite pouvoir aller voir des banques, etc. On suggère par exemple très fortement que BPI France revoie sa doctrine pour s'ouvrir au secteur de la presse d'information. C'est aussi par exemple favoriser la presse indépendante dans le cadre des prêts de l'IFSIC. Je ne vais pas rentrer dans des considérations trop techniques, mais enfin, il y a des choses à faire du point de vue de l'entrepreneuriat, de l'incitation financière à l'entrepreneuriat dans la presse. Parce qu'il y a énormément, et nous, on est vraiment le témoin de ça dans nos rangs, dans les membres du SPID, on a énormément de petites entreprises qui cherchent des nouveaux modèles, qui sont pleines d'enthousiasme, qui créent des concepts vraiment innovants, qui sont intéressants du point de vue éditorial et qui s'échinent et qui ont du mal vraiment à se développer. Et il faut les aider à passer l'étape supérieure, quoi. Alors, il y a un point très important qui concerne les aides à la presse. Les aides à la presse, pour nous, elles ont une légitimité, et leur seule légitimité, c'est de concourir au pluralisme de l'information. Alors effectivement, ça a été aussi un petit peu abordé dans la table ronde précédente, mais on retrouve le problème de la concentration aujourd'hui des médias à l'intérieur des groupes industriels se regroupent, à l'intérieur des groupes qui ne font, c'est pas forcément que industriels, mais enfin à l'intérieur de groupes dont l'activité principale n'est pas la presse, se retrouvent dans les aides à la presse.
on a aujourd'hui 50%, la moitié des aides à la presse, des aides directes à la presse qui sont données à des titres, à des entreprises de presse qui sont incluses dans des groupes dont la presse n'est pas l'activité principale. Et le chiffre, c'est pas moi qui l'ai donné, c'est Roselyne Bachelot qui a donné ce chiffre devant l'Assemblée nationale. Donc 50%, c'est la moitié, c'est beaucoup. On a même un très grand groupe de luxe dont le patron a évoqué le mécénat lorsqu'il a été auditionné devant le Sénat. Il a expliqué qu'il investissait dans la presse en tant que mécène, qui à lui seul capte 20% de ses aides directes. Donc c'est quand même pas mal. Et donc il y a un petit, à notre sens, il y a un petit problème comment inciter la presse indépendante à se développer, à créer des groupes de presse, des entreprises de presse qui se développent si la moitié finalement déjà de ces financements vont à ces groupes. Pour remédier à cela, on fait quelques propositions. La première, c'est d'évaluer absolument, strictement, les objectifs des aides à la presse, puisque l'intérêt des aides à la presse, c'est pluralisme de l'information. Donc il faut des objectifs qui soient quantifiables sur ce sujet, et une évaluation régulière à partir d'objectifs quantifiables, pour pouvoir dire, bah oui, alors on en est où, pluralisme, combien de titres, etc. Et cette aide-là, il faut absolument évaluer cela, sinon c'est à fond perdu. Et ensuite, on considère qu'il faut aussi revoir structurellement les aides à la presse, pour que justement cet argent soit plus incitatif et soit plus efficace pour transformer l'essai des entreprises de presse. Alors je voudrais quand même pas être que négatif, parce que ces dernières années, il y a eu pas mal d'initiatives aussi pour faire évoluer les aides à la presse. Donc on a vu la création de la bourse à l'émergence qui a vraiment permis pas mal de petites entreprises de presse se créant de se développer. Donc une aide intéressante, mais qu'il faudrait aussi d'ailleurs évaluer. On a eu le FSDP, un fonds qui aide vraiment à l'innovation et aux projets de développement et de créativité, d'innovation. On a aussi eu une aide sur les médias de proximité qui vraiment permet à des petits médias locaux de vivre. Une aide qui est restée au plafond bas depuis sa création, mais qui a le mérite d'exister. Il y a eu quand même un travail, et puis il y a eu aussi un petit début d'ouverture pour que l'aide, qui est aujourd'hui essentiellement à plus de 80% revient aux médias papier, s'ouvre à la presse en ligne, notamment l'aide au pluralisme, qui c'est seulement à partir de cette année, et le décret n'est même pas d'ailleurs encore opérationnel, mais enfin, à partir de 2022, l'aide au pluralisme, qui jusque-là était réservée aux titres imprimés, va être ouverte à la presse en ligne. Il reste un énorme trou dans la raquette. Mais alors vraiment un trou béant, aujourd'hui, en 2022, c'est que l'aide à la diffusion, elle est aujourd'hui strictement réservée au papier. Or, la diffusion numérique, c'est aujourd'hui quelque chose de stratégique. C'est un enjeu, on va reparler tout à l'heure des GAFA, c'est un enjeu stratégique. On n'aura peut-être pas le temps, donc si vous pouvez faire un tout petit mot là-dessus, il ne nous reste pas trop de temps. Mais donc, c'est vrai que là, nous, la diffusion web, en France, là, on est seul face aux GAFA, quoi, en gros. La diffusion, s'intéresser aussi à la diffusion web, accompagner les entreprises pour qu'elles puissent diffuser leur information sur le plan numérique, aujourd'hui, c'est aussi quelque chose de capital. Et c'est parce qu'il n'y a pas d'aide à la diffusion sur le numérique, la diffusion sur le web, que 80% des aides reviennent au papier, parce que la très très grosse proportion des aides directes concerne l'aide à la diffusion. Donc il y a vraiment un sujet là-dessus dont il faudrait s'emparer. Oui, par rapport aux GAFA, c'est effectivement... pour nous, je reviens, alors si vous voulez que je dise un mot sur les GAFA. Vraiment rapidement. Oui, vraiment très rapidement. C'est par rapport aux conditions d'exercice équitables de son métier. Parce que pour pouvoir faire de l'information aujourd'hui, il faut être diffusé, parce que si vous faites un très bel article et que personne ne le lit, ça n'a aucun intérêt. Et quand on est sur Internet, on dépend totalement des GAFA. Donc on dépend, oui, à 99,999% des GAFA, sauf les quelques abonnés dont vous auriez les emails, quoi. Mais, on a un problème quand on a un moteur de recherche
Donc vous lui demandez une information, il vous donne l'information sans que vous-même vous ayez à aller sur le site parce qu'il vous l'affiche en gros en allant chercher l'information, en allant prendre l'information dans le média pour vous la donner. Et vous n'avez pas besoin d'aller ensuite sur le média. On a une captation de valeur qui est absolument terrible. Et puis, quand vous êtes dépendant aussi, quand vous avez des réseaux sociaux qui choisissent de hiérarchiser l'information, enfin, hiérarchiser les posts en fonction du trafic généré, en fonction du partage, et non pas en fonction de l'information et du pluralisme. Là-dessus, il y a un cadrage à faire qui est en cours, certes. Il y a des gros travaux, il y a des règlements qui viennent d'être votés au niveau européen, il y a les droits voisins, mais tout cela, c'est presque du prospectif encore. C'est-à-dire que le temps que ça se mette en place, pour l'instant, concrètement, dans les entreprises de presse, dans les petites entreprises de presse et dans les nombreuses petites entreprises de presse qui se créent aujourd'hui, il n'y a rien vraiment d'opérationnel. Donc, il y a un grand vide et donc, il faut absolument réagir très vite là-dessus. Merci beaucoup. On a déjà plein de pistes de solutions. Juste parce que vous avez... Mais alors, la dépendance de la rédaction, vous allez l'aborder après ou parce que vous avez... D'accord. La dépendance de la rédaction. Oui, parce que vous avez... voilà, juste quand même un tout petit mot par rapport à l'indépendance des rédactions. Mais le sujet a aussi été abordé dans la table ronde précédente. Mais il y a quand même une ligne rouge, à mon sens, à ne pas franchir. C'est... par rapport au directeur de publication, c'est le directeur de publication qui est responsable d'une publication, et d'ailleurs c'est un des fondamentaux de la loi de 81. Donc il faut veiller à ce que, et c'est ce qui protège le journaliste. Le journaliste est protégé parce que s'il y a un risque juridique, c'est le directeur de la publication qui prend. Donc il faut quand même veiller à ce que le journaliste soit protégé, reste protégé et ne soit pas en première ligne. C'est tout l'intérêt du directeur de la publication et de la distinction entre justement la direction de la publication et les journalistes. Et pour que le directeur de la publication prenne ses risques, il ne peut pas prendre son risque s'il n'a pas un œil aussi sur la rédaction. Et puis évidemment, d'un point de vue économique, ça sera compliqué de trouver des entrepreneurs qui financent des rédactions si elles sont complètement indépendante. En tout cas, merci beaucoup pour ces très nombreuses pistes de solutions qui peuvent être mises en place. J'ai envie de vous demander, Emmanuel Gagné, du coup, encore une fois, rapidement si possible, en tant que journaliste, quand on a conscience de tous ces mécanismes, comment on peut agir pour plus d'indépendance de l'information, y compris quand on travaille pour des grosses rédactions qui sont financées par ces fameux actionnaires dont on a parlé ? Oui, je pense que la première chose, effectivement, c'est de se dire que l'information n'est pas un long fleuve tranquille. J'ai travaillé pour l'émission Capital avec Jean-Bernard Schmitt, qui est dans la salle. On était le rédacteur en chef, et ça n'a pas toujours été facile de mettre à l'antenne certains sujets. Il y a eu des discussions, parfois il a fallu reculer. Donc, de toute façon, se dire que les choses ne sont pas évidentes et qu'on ne va pas pousser une enquête sans que ce soit simple. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez, qui est un point extrêmement important concernant effectivement la position du directeur de la publication, qui est effectivement responsable en cas de diffamation. Je pense malgré tout, et en tout cas au collectif Informer n'est pas un délit, je vous explique en 2 mots ce que c'est. On s'est créé au moment du secret des affaires, parce qu'il y avait eu la transposition d'une directive européenne et qu'on estimait que ce serait préjudiciable, en particulier pour l'investigation. Nos craintes étaient fondées. Aujourd'hui, bien souvent, lorsqu'on fait des enquêtes, et parfois même quand on demande à la CADA la communication de certains éléments qui relèvent de l'administration, on nous répond non, c'est le secret des affaires. Petite parenthèse. Donc on s'est créé sur le secret des affaires. Aujourd'hui, effectivement, pour nous, on est un collectif de journalistes, donc on n'est pas entrepreneurs, hein. On produit de l'information, indépendante, d'intérêt public de préférence, et je pense, et on milite pour effectivement il y ait une indépendance des rédactions. J'entends que vous disiez effectivement qu'un entrepreneur voudra, que des actionnaires, un actionnaire voudra avoir un œil sur ce qui se passe. Mais je suis désolé, je pense qu'on
entrant dans cette subtilité, je ne sais pas selon quelle mécanique juridique, et peut-être que du côté d'un bout des médias, on a quelques solutions, mais je pense qu'il faut absolument sanctuariser l'indépendance des rédactions. Parce que si on ne sanctuarisera pas l'indépendance des rédactions, quelle que soit la structure juridique, que ce soit une fondation, que ce soit une association, que ce soit une société anonyme, une société en commandite simple, on aura le risque, effectivement, d'une intrusion de l'actionnaire dans des sujets qui ne lui plaisent pas. Voilà. Je voulais faire court parce que vous vouliez donner la parole à David Assouline, peut-être. Oui, merci beaucoup. Je vous donne la parole parce qu'après, il me semble que vous êtes un petit peu pressé. Simplement... Oui. Non, mais en plus, ça permet de rebondir parce que, bon, j'ai un peu posé le cadre de l'utilité de la commission d'enquête, mais ce débat, on l'a eu. Et c'est un débat compliqué. Moi, j'ai toujours pas la réponse. Le slogan « indépendance des rédactions » avec ce qu'on y met derrière est fondamental. Quelles que soient les structures économiques, si on préserve ça, on préserve le cœur. Le problème, c'est, d'un point de vue strictement juridique, une société dans la société, c'est pas possible. L'indépendance, c'est que ce soit une société. Là, voilà, c'est une structure en tant que telle. Donc, on écarte cette solution. J'ai dit, allons sur l'association de loi 1901. On m'a dit, les SDJ, elles sont déjà en association de loi 1901. Donc, j'ai des propositions pour renforcer ce rôle-là, pour qu'il soit sanctuarisé dans l'entreprise, que le président ne puisse pas être licencié sans que les syndicats mettent leur nez, donnent leur aval, etc. Mais ça ne suffit pas. J'ai pensé que le modèle du journal Le Monde est pas mal. Parce qu'en réalité, il n'y a pas une indépendance de la rédaction. Il y a juste que la rédaction, elle a son mot à dire sur la direction de la rédaction. Et à un moment donné, qu'est-ce que ça veut dire un directeur de rédaction qui n'a pas la confiance de la rédaction? Comme le directeur de la rédaction devrait remplir deux fonctions. C'est une interface. Il est nommé par le patron, par l'actionnaire, donc voilà, c'est son œil, on va dire. Mais par ailleurs, il dirige une rédaction et donc il doit aussi faire remonter ce qui se passe et ce que veut la rédaction vers l'actionnaire. Pour l'instant, son rôle est avant tout d'être l'œil de la rédaction, inverse, de la direction. Si, même pour l'actionnaire, si c'est la rédaction qui a un taux, je ne sais pas, 60%, je crois, c'est au Monde, dit non, on n'a plus confiance. Veto sur sa nomination, veto à un moment sur sa pratique. Même pour l'actionnaire, ça veut dire quoi? D'imposer un dirigeant d'une rédaction qui ne veut pas de lui. Même pour l'efficacité du travail, ça ne va pas. Et inversement, comment peut bosser un directeur de rédaction s'il n'a pas la confiance des journalistes professionnels qui sont là? Donc je pense que si on voulait être vraiment dans la confiance envers le journalisme, si on voulait aller vers la démocratie, si on croyait au pluralisme, si on croyait ce qu'ils nous ont tous dit, ces propriétaires de médias, actionnaires devant moi, que ils sont là parce que ils sont dans une activité philanthropique, ou d'autres, c'est très important pour la démocratie. Bolloré qui m'a dit, c'est parce que je défends la civilisation française et que par rapport aux GAFAM qui viennent de l'étranger, il nous faut un groupe français pour défendre cette civilisation. Quel que soit le truc, si c'est vrai ce qu'ils nous disent, il n'y a pas de problème à accepter qu'un directeur de la rédaction qu'ils vont nommer, donc pour vous, il n'y a pas de problème non plus, par rapport à votre souci, eh bien, à un moment donné, il doit avoir la confiance de la rédaction. Et c'est ça qui va permettre d'assurer cette tension qui existe entre l'actionnaire et une rédaction sur les sujets proposés, tout ça. Donc j'aurais aimé que dans mon rapport il y ait ça. Je l'ai proposé, j'ai édulcoré, j'ai même mis un taux moins important qu'au Monde pour... Ils se sont battus, et je le dis ici parce que je ne l'ai pas assez dit, parce que le contexte n'y prêtait pas. Mais j'ai vu des sénateurs LR devant moi, on se connaît depuis longtemps, on se parle, on se respecte, ils agissaient
comme des purs produits de la défense de Bolloré. Point. Ils étaient en mission pour Vincent Bolloré. Et donc tout ce qui dépassait, qui pouvait mettre en cause, ils l'ont attaqué avec violence et n'ont pas voulu que ce soit présent dans le rapport. Mais je pense que c'est quand même un peu présent. Un mot, parce que c'était hier matin. Je pense qu'une des façons de répondre à cette concentration économique qui nous échappe parfois, comme plein de choses dans le domaine économique, c'est de renforcer le service public de l'audiovisuel, radio et télé. Renforcer son indépendance, renforcer ses moyens, etc. Sa force, sa qualité, le fait qu'elle soit plus indépendante, même s'il y a des pressions politiques parfois, que bien d'autres groupes, vient du fait que son mode de financement, qui est public, n'était pas public comme une subvention de l'État, qui est sujet à négociation tous les ans avec Bercy, mais c'était un tuyau direct. Je me souviens de Jacques Ralit, qui fut un collègue, je lui rends hommage à travers ça, quand je suis arrivé au Sénat, bon, j'étais beaucoup plus jeune que lui, et on défendait tout le temps la redevance, son augmentation et tout, et il m'avait dit, c'est comme de l'actionnariat populaire. En fait, chaque citoyen, directement, à un moment donné, paye pour ce service public. Ça lui donne des obligations de respect des gens. Mais en même temps, ça donne une indépendance, quels que soient les pouvoirs politiques, les alternances. Il y a un tuyau direct qui pérennise le financement à long terme, qui donne de la visibilité et beaucoup de possibilités d'indépendance s'ils veulent bien résister. Parce qu'il y a des directions, des fois, de France Télévisions qui ne résistaient pas à la pression politique. Mais ils ont les moyens, quelque part, de faire quand même les choses. Hier, en Conseil des ministres, la redevance, il a été décidé que dès 2022, elle est abolie. Il n'y a plus de redevance en France. Donc ça va être remplacé par une subvention d'État. Aujourd'hui, ça rapportait 3 milliards. J'espère qu'on ne perdra pas un centime. Mais ça ne sera pas une garantie. Parce que tous les ans, face à Bercy, le secteur audiovisuel ira négocier. Nous, on devra voter au Parlement. Et d'ailleurs, on va avoir un aperçu, puisque la loi rectificative qui va arriver dès l'élection de l'Assemblée nationale dans 4 semaines, on vote toujours une loi rectificative avant une élection présidentielle, pour au moins que les mesures les promesses soient là, eh bien, c'est là qu'on va voter donc la subvention qui remplace la redevance. Et un grand débat va avoir lieu. Et vraiment, j'en appelle à tous ceux qui ne sont pas d'accord à se mobiliser dans tous les mondes politiques, médiatiques, politiques, associatifs, syndicaux, parce que l'indépendance, le pluralisme et la liberté des médias que j'ai proposé à mettre dans la Constitution en 2008 et qui a été adoptée dans la révision constitutionnelle en 2008, eh bien, c'est un bien précieux qui, indépendamment des puissances économiques et financières, est largement garanti et préservé quand on a un aussi bel audiovisuel public qu'on a en France avec Radio France et avec France Télévisions. Merci beaucoup, David Assouline. Ça me permet de vous appeler à la mobilisation. Et la mobilisation, justement, l'association Un bout des médias appelle à la mobilisation des citoyens. Vous pensez qu'une des façons de lutter contre les effets de la concentration médiatique, c'est de sensibiliser le grand public à ces questions-là ? Tout à fait, ouais. Un des premiers enjeux, d'abord, c'est de faire en sorte que les citoyens comprennent de quoi il est question quand on parle de fonctionnement des médias, de financement des médias, etc., mais aussi pour justement raviver le lien de confiance qui existe entre les citoyens et les médias. Aujourd'hui, on en parle souvent des résultats du baromètre de la Croix sur la confiance des citoyens envers les médias, et on voit que c'est à peu près 1 citoyen sur 5 qui dit faire confiance aux médias qu'il lit. Donc c'est un chiffre qui est quand même très bas. Et le problème, c'est qu'on est aussi face à un cercle vicieux quand on est face à ce constat. Parce que si les citoyens n'ont pas confiance en leurs médias, ils ne sont pas prêts sont donc pas prêts à payer pour l'information qu'ils reçoivent. En plus, on est habitué à avoir accès à ce qu'on croit être une information sur les réseaux sociaux qui ne l'est pas toujours. Mais donc, on a accès à ce qu'on croit être une information gratuitement. Donc, si les citoyens ne payent pas pour cette information, n'ont pas confiance en cette information, et qui finalement est prêt à payer pour l'information qu'on lit ?
Et bah finalement, on voit que c'est aussi cette dynamique-là qui peut renforcer la concentration des médias et la volonté de multimillionnaires ou de milliardaires à justement investir là-dedans. Donc nous, un de nos enjeux, c'est de dire il faut faire confiance aux médias, il faut faire confiance surtout aux journalistes qui produisent cette information en toute indépendance. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, nous, notre constat au sein d'un bout des médias, c'est que la loi protège insuffisamment l'indépendance des journalistes au sein des médias. Et ça a très bien été dit tout à l'heure, c'est que le sujet, c'est vraiment de protéger ce qu'on appelle l'indépendance des médias, c'est-à-dire quelle que soit la structure actionnariale du média, de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'ingérence de la part des actionnaires dans l'information produite. Et David Assouline l'a rappelé, le modèle du Monde est très parlant et très bien en la matière, puisqu'il dispose de mécanismes protecteurs comme le droit d'agrément, par exemple, qui permet de s'opposer à l'arrivée d'un nouvel actionnaire. Mais ça, c'est quelque chose qui a été acquis par les sociétés de journalistes au fruit d'une grosse mobilisation et du fait aussi que les journalistes avaient une force de frappe qui était considérable vu que c'était des titres importants comme Le Monde. Le problème, c'est que d'autres journalistes dans d'autres médias n'en bénéficient pas du tout. Et ça, on considère que c'est pas normal et que donc la loi devrait garantir ce genre de dispositif dans l'ensemble des médias. Et donc, c'est pourquoi nous, au sein d'un bout des médias, on milite pour une réforme de la loi à ce sujet-là et pour porter une véritable réforme en faveur de l'indépendance des médias. Et c'est le contenu de notre appel citoyen Média 2022 qu'on a adressé donc à la fois aux candidats à l'élection présidentielle et en ce moment à l'élection législative, où on a eu des engagements de la part des candidats, donc Yannick Jadot à l'époque de la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon et Anne Hidalgo, qui ont donc sont prononcés en faveur de ces dispositifs-là, pour faire en sorte que la loi protège une bonne fois pour toutes l'indépendance, tout simplement. Bah, merci beaucoup. Emmanuel Gagné, il me semble que vous vouliez réagir. Oui, apporter aussi une précision, parce que parfois le diable est dans les détails. Effectivement, David Assouline, vous avez parlé de la loi Bloch. Et d'ailleurs, dans les propositions qui sont faites suite dans le rapport dont vous êtes le rapporteur, vous demandez un renforcement des comités de déontologie qui existent déjà dans un certain nombre de rédactions. Et effectivement, c'est pour un petit point pour ceux qui ne le savent pas, ces comités de déontologie ont été créés notamment suite à l'affaire iTélé pour protéger le travail des rédactions et l'indépendance des rédactions dans chaque média. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte concrètement que ces comités de déontologie, au lieu de protéger le travail des journalistes, se sont retournés contre eux. Je vais vous prendre trois exemples effectivement, qui viennent de France Télévisions. Il y a eu 3 décisions qui ont été défavorables sur le travail des journalistes. Et chaque fois, c'était des émissions d'investigation, dont la nôtre. Et je peux vous dire que ce qui a été pointé du doigt n'était absolument pas juste. Et par ailleurs, ne s'appuyait sur aucune règle déontologique ou du droit de la presse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des comités qui sont totalement indépendants, mais qui sont nommés par chaque grand média, par chaque présidence. Donc on a des personnes qui viennent, effectivement, qui consacrent du temps là-dessus, et qui sont saisies. Et aujourd'hui, ces comités ne sont pas saisis, en tout cas, de mon expérience à France Télévisions, par des journalistes, mais bien par des groupes qui se rendent compte que finalement, ils ne peuvent pas porter plainte en diffamation. L'Arcom, en général, est bien outillé aujourd'hui et sait leur répondre. Donc, ils se retournent vers les comités de déontologie, dont le but, effectivement, est d'instruire pour saisir ensuite l'Arcom, et qui ont fait rendre des décisions qui sont ensuite reprises par ces groupes pour faire leur propre communication. Donc on a là quand même quelque chose qui marche sur la tête. Donc je pense que oui, c'est peut-être bien de renforcer ces comités de déontologie, mais sur quoi ils décident, sur quel texte, et qui sont les gens qui sont nommés dans ces comités. Alors vraiment une petite minute parce qu'on arrive au bout de cette conférence. Aussi. Oui, non mais c'est pas ça le problème des comités de déontologie. Vous citez un cas, mais le problème global, c'est que... 3. Non, mais je dis le cas, c'est France Télévisions. France Télévisions, tout à fait. Oui, c'est France Télévisions, c'est une seule structure.
Parce qu'ailleurs, c'est quasi inexistant. Ils ne vivent pas. Et le gros sujet, c'est que personne n'a essayé de vraiment les faire vivre et qu'il n'y en a pas dans un certain nombre de groupes, etc. Donc, après, je suis d'accord qu'il doit fonctionner sur la base d'une charte. C'est-à-dire que c'est les journalistes qui viennent là pour se protéger, porter plainte, entre guillemets, se plaindre qu'ils ont subi une pression de la part d'un tel ou un tel dans l'exercice de leur métier. Et pas l'inverse. En gros, vous faites un reportage, allez comme ça, sur l'industrie pharmaceutique. Ils jugent que vous avez dit des choses pas justes ou pas déontologiquement justes. Et eux vont s'adresser au comité de déontologie pour vous attaquer sur la déontologie. Donc j'ai compris. Mais il n'y a qu'à France Télévisions qui a eu ça. Hein. Et donc, il faut peut-être avoir un dialogue avec France Télévisions pour leur dire que ce n'est pas ça le but et que renforcer dans les chartes, c'est-à-dire le texte sur lequel on va instruire dans ces comités, le fait que c'est bien pour protéger les journalistes et pas pour être la passoire à l'inverse. Je voulais juste dire qu'aujourd'hui, on ne l'a pas abordé. Il faudra Vraiment organiser rapidement, d'autres s'il débats. vous plaît. Il nous reste une minute. Oui, même il pas, faudra là. organiser d'autres débats. Mais le problème des concentrations sur lesquelles on avait légiféré, qui étaient concentration horizontale, on ne peut pas posséder plus de 7 chaînes de télé. La fusion TF1-M6, ça en fait 10. Il faut qu'ils en vendent 3. Il y avait les concentrations triangulaires, comme on dit. On ne pouvait pas, sur les 3 domaines des médias, en posséder plus de 2. C'est-à-dire, il y avait la presse écrite, il y avait la télé, il y avait la radio. Je pouvais être sur la radio, la télé. À ce moment-là, je n'avais pas la presse écrite. J'avais la presse écrite, j'avais la télé, je n'avais pas la radio. C'était comme ça, c'est dans la loi aujourd'hui. Mais la révolution numérique a fait qu'il y a une nouvelle concentration qui n'est pas du tout dans le champ de la loi. Aujourd'hui, on peut avoir presse écrite, télé, radio et aussi les tuyaux. SFR possède des médias, écrits, télé, dans la production de l'information, mais c'est aussi eux qui acheminent. Bouygues, pareil, avec TF1, c'est aussi un fournisseur d'accès qui a la main mise sur ce qui va arriver chez vous, sur vos possibilités même d'accès à l'offre médiatique. Et donc, c'est là où il y a le champ le plus ouvert de réflexion, parce que c'est compliqué à limiter à l'heure du média global. Parce que les médias maintenant, même petits, indépendants, tout ce que vous voulez, ils veulent être dans tous les champs. Ils veulent être dans l'écrit, dans la vidéo, dans tous les champs, et c'est légitime. Merci beaucoup. Malheureusement, on est vraiment pris par le temps. Je suis désolée, il me semble qu'on a 5 minutes de retard. J'aurais beaucoup aimé passer vos questions, mais on n'a pas eu le temps. J'en appelle à l'organisation des assises. Est-ce qu'on aurait le temps de prendre une question, éventuellement, ou est-ce qu'il y a une autre conférence juste après ? Il y a une conférence juste après. Donc malheureusement, il va falloir terminer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, tous les 4, pour vos interventions. Oui. Au revoir, David Assouline. Je sais que vous êtes pressé. Merci beaucoup pour votre écoute et bonne journée à toutes et à tous.